Bienvenue sur le Radiographe, le podcast qui explore le design et qui part à la rencontre des designers d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes Camille et Marion, cofondatrices de l'atelier de design graphique commun, d'illustration et de typographie Emballage Collectif. Toutes les 2 semaines, nous vous invitons à découvrir les coulisses du travail d'un ou de plusieurs designers au travers d'une conversation qui retrace les origines de leur pratique, scanne leur démarche, décortique leurs projets et passe leurs petites anecdotes à la loupe. Par exemple, il n'y a quasiment plus de graphisme chez Franprix parce qu'on a supprimé toute la com. Voilà. On a dit ça ne sert à rien de mettre de la com, il y en a trop, les gens sont bombardés dans un supermarché de 1000 milliards d'informations. De toute façon, même si on supprimait toute la com, il y en aurait encore déjà trop. Quoi. Voilà. Donc c'est au packaging de faire son travail, pas besoin de rajouter des flèches en disant attention, ici c'est du riz, on doute bien que c'est du riz. Voilà. Si la pensée du design est au cœur de nombreux débats et questionnements, il ne faut cependant pas oublier que celui-ci relève aussi du faire, et de surcroît du bien faire. Christian Dior disait « Mon idéal était d'être classé bon faiseur », expression rien moins que tapageuse dont j'apprécie ce qu'elle comporte d'honnêteté et de qualité. Les bons faiseurs, c'est aussi le nom d'une agence de design graphique dont nous avons rencontré il y a quelques semaines le fondateur Étienne Roté, ainsi que Thomas Bernard, directeur de création, Jean-Marc Chabert, concepteur-rédacteur, et Fanny Casse, directrice artistique. Tous les 6, nous avons balayé un grand nombre de sujets, allant des souvenirs d'enfance à la beauté des mots, en passant par l'artisanat et les savoir-faire, le diable, le bien-être et la satisfaction au travail, et même le festival de Cannes. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une agréable écoute. Étienne Roté, vous êtes le fondateur des Bons Faiseurs, une agence de design graphique et de communication que vous avez fondée en 2004 après avoir travaillé pendant 14 ans en tant que directeur de création chez Proximity BBDO, il me semble. Ouais. Et alors on aimerait d'abord vous demander pourquoi ce nom, c'est quoi un bon faiseur? Et ben alors, il y a une double raison. Il y a une anecdote de ma grand-mère. Je me suis issu d'une famille nombreuse et je suis allé à un moment, pour des raisons techniques, ma grand-mère s'occupait de moi pendant 15 jours. Et du coup, un jour, elle me dit « Tiens, je vais faire la tournée de mes bons faiseurs, je t'emmène ». Et en fait, on est allé à Paris faire... chez le bon boucher qui faisait bien l'entrecôte, chez le bon charcutier qui faisait bien le pâté, etc. Et comme ça, elle avait une suite de commerçants qu'elle avait identifiés comme étant des experts chacun dans un domaine. Et moi, mes parents, eux, allaient chez Carrefour ou allaient en GMS et allaient dans un seul endroit et ils ne faisaient pas cette pratique. Et pour moi, tout d'un coup, c'était quelque chose de très nouveau, le fait de se dire, en fait, je vais choisir les gens en fonction de leur spécialité, où je vais avoir cette idée de choix que je vais affiner, etc. Et quand, moi, comme vous disiez là en introduction, j'ai fait une grosse partie de ma carrière chez BBDO. C'était une grosse entreprise de plus de 150 employés. Et j'avais un peu ce sentiment de travailler dans un hypermarché. Et du coup, quelque chose qui ne correspondait pas totalement à ma sensibilité. Et en créant justement les bons faiseurs, je me suis dit, je vais essayer de retrouver cet esprit qu'avait ma grand-mère. Et quand je cherchais un nom pour exprimer ça, est revenu ce souvenir de mon enfance. Voilà. Et puis il y avait la fameuse phrase de Christian Dior, voilà, qui en fait, parce qu'en cherchant, parce que vous connaissez, la faiseur en France a une notion négative. Celui qui fait et celui qui pense. On oppose une espèce de tradition française de dire celui qui pense est plus doué que celui qui fait. Le fait est un tâcheron et le penseur est quelqu'un de supérieur. Et justement, lui, la phrase, et moi je disais, mais non, si on est un bon faiseur, et ce qui était l'argument que j'essayais d'opposer, si on est un bon faiseur, c'est qu'on pense bien. Parce que pour bien faire, il faut bien évidemment avoir une démarche intelligente. Et la phrase, je parlais de ça avec un copain qui me dit, mais tiens, regarde, j'ai trouvé la phrase de Christian Dior et je pense qu'elle va définitivement te faire croire que c'est un bon nom. Et effectivement, la phrase est sublime, déjà parce que c'est Christian Dior et en plus parce que je trouve qu'elle est bien écrite. Ouais. Donc aujourd'hui, vous êtes un peu des bons faiseurs pour d'autres bons faiseurs. On essaye. Voilà. Mais au moins, c'est une ambition. Donc, comment ça évolue en fait? Comment vous êtes venu à être du coup cette grosse équipe, à faire ce que vous faites aujourd'hui? Comment ça a commencé? J'étais chez BBDO.
je vais être totalement franc, c'était la fin d'une histoire, donc moi je suis parti un peu, pas fâché, mais voilà, on m'a poussé dehors. Et en me poussant dehors, moi j'avais des clients qui m'étaient très fidèles et tout. Et je me suis dit, je vais partir avec mes clients. Voilà. Et le premier, qui était Comtesse du Barry, qui est une entreprise familiale, et je me suis dit, c'est le client idéal pour que tant que je suis encore en entreprise, parce que c'était quand même un peu interdit, je vais convaincre, j'ai juste à convaincre la famille, mais du moins à la sonder en disant, voilà, je projette de créer ma boîte, est-ce que ça t'intéresse ? Et effectivement, bon, je savais qu'en plus on était très liés, donc je savais qu'il allait me répondre positivement. Et donc je lui pose la question, il me dit oui, mais bien sûr, de toute façon, je voulais partir, je suis pas content de chez BBDO, c'est trop gros, ça correspond pas à notre état d'esprit. Et il me dit vas-y, monte ton truc, on te suit, il n'y a pas de souci. Voilà. Et puis, le temps que ça se fasse, en fait, il est allé ailleurs. Voilà, il a été totalement infidèle et il m'a pas suivi. Mais voilà, donc et malgré tout, bon, j'étais engagé, donc j'ai créé ma boîte. Mais le temps que je crée ma boîte, lui-même a fait son expérience avec une autre structure. Il n'était pas content. Et il m'a rappelé, il m'a dit Étienne, tu as toujours le projet de créer ton entreprise. Et je lui ai dit oui, ça y est, c'est fait. Et donc du coup, c'est vraiment, ça a été entre le temps de la démarche, le temps de la création, voilà, et lui qui fasse sa petite expérience avec un autre, il est revenu et ça a été le premier client qui nous a mis le pied à l'étrier. Ce qui nous a permis quand même rapidement, on a été 3-4, après oui, c'est allé assez vite. Voilà. On a eu une petite période de trou. À un moment, toi tu n'étais pas encore arrivé, hein, Jean-Marc, où il y avait un garçon qui n'est plus là, mais qui est resté pendant très longtemps, qui s'appelait Alexandre. Pendant 6 mois, on se regardait un peu en chien de faïence. Enfin, on avait des trous, la journée n'était pas très dense. Mais c'était rigolo, même effectivement, les anecdotes, moi je raconte souvent, tout au démarrage, j'étais à l'époque, on était dans mon appart, et on travaillait le matin, le midi on mangeait. Bon, si on mangeait souvent un peu, voilà, on se faisait à manger nous-mêmes. Ça nous arrivait un peu de boire beaucoup, et puis en fait l'après-midi on ne travaillait pas, quoi. Mais c'était une autre époque. C'est heureusement pour notre santé, ce temps est révolu. Voilà. Mais donc voilà, donc ça s'est fait, on va dire assez rapidement. J'étais même assez surpris que ce soit fait aussi rapidement. Voilà. Mais il y a eu beaucoup de transferts de clients qui m'étaient déjà, enfin je ne vais pas dire fidèles, mais au moins on avait déjà, voilà. Ouais. Les clients qu'on a toujours aujourd'hui, que ce soit Nicolas, que ce soit Banette, alors Comtesse du Barry est resté très longtemps aujourd'hui, ils font plus partie. Ouais, voilà, c'est peut-être une des caractéristiques de l'agence. Oui. Voilà. Oui, alors Petit Bateau malheureusement ont été fidèles mais ils ne le sont plus. Voilà, mais on a travaillé longtemps avec Petit Bateau. Voilà. Après c'est effectivement il y a des gens qui sont particulièrement infidèles. Voilà. Donc Petit Bateau c'est un exemple. Et on est justement, et d'ailleurs eux-mêmes nous l'ont dit, on était très fidèles avec vous. Voilà, ils ont travaillé avec nous pendant 5 ans. Voilà, et donc cette orientation de travailler, de l'agence de travailler pour des on va dire je ne sais pas si c'est le mot qui convient, mais en tout cas très citadin et aussi beaucoup dans le consommable. Ouais. Ça a été dès le début ou ça a été une réaction qui s'est faite pendant Non, alors ça se fait. Alors il y a toujours, les clients ils sont déjà en fonction de certaines rencontres, et les rencontres, moi typiquement mon parcours a généré le parcours des bons faiseurs, parce que mon histoire et l'histoire des gens que j'ai rencontrés, voilà, ont généré d'autres histoires, etc. Je prends souvent comme exemple justement l'histoire de Petit Bateau. Petit Bateau, je connaissais une personne qui arrive chez Petit Bateau et qui me dit tiens, on cherche une agence, voilà, est-ce que tu as envie d'être sur le pitch? Donc on fait la compétition, on gagne le premier tour, mais vu qu'on n'avait jamais travaillé dans le textile, les gens me disent ah quand même, vous n'avez jamais fait de textile, voilà. Donc du coup, il faut un deuxième tour pour être assuré. On gagne le deuxième tour et malgré ça,
ils nous disent quand même, vous n'avez jamais travaillé dans le textile. Voilà. Et donc en fait les clients et du coup on a gagné le petit bateau, on leur a dit mais regardez quand même, bon, voilà, donc ils ont fini par passer le pas, nous confier le budget. Et du coup, le fait qu'on travaille avec Petit Bateau, plein de gens dans le textile sont venus à nous. Voilà, c'est assez. Le client est un peu mouton. Voilà, oui, ils aiment bien. Voilà. Et entre autres, typiquement, voilà. Donc, si vous travaillez dans le culturel, les gens du culturel vont dire c'est des gens qui savent faire du culturel. Voilà. Et donc, du coup, il y a un côté très souvent. Alors, nous, on est dans on a été beaucoup dans l'agroalimentaire. On est toujours beaucoup dans l'agroalimentaire. Et puis voilà, un jour, on travaille dans le textile, en même temps on en fait un petit peu, voilà, mais et puis tant qu'on n'en a pas fait, là, de quelques années, on fait beaucoup pour la distribution. Jamais personne nous identifiait comme une agence capable ou intéressée ou intéressante, voilà, etc. pour travailler sur ces sujets. Là, c'est un côté, ça c'est quand même très décevant, je trouve, par rapport à ce métier. Ouais. Les gens ne sont pas très... la prise de risque et c'est très formaté. Voilà. Dans tous les domaines, hein, justement, les gens qui font. Nous, on n'en fait pas suffisamment, ou du moins, malheureusement, pas suffisamment. On fait un peu pour la semaine de la critique, mais on fait peu de ce qu'on appelle culturel, entre guillemets. Mais c'est un peu. C'est un peu. Les gens cantonnent volontiers, mettent dans les cases, etc. Alors que justement, moi je suis vraiment une espèce de... en fait. C'est rassurant. Ouais. Souvent les gens sont rassurés parce que vous avez fait exactement ce que je veux. Voilà, mais c'est je trouve ça. En changeant la couleur. Exactement, ouais. Mais c'est extrêmement décevant parce que du coup c'est pas ça la création, quoi. Au contraire. Et moi nous on revendique, et je le revendique très souvent auprès de certains clients en disant mais justement parce qu'on ne sait pas le faire, on va le faire mieux que les autres, quoi. Parce que du coup, on aura plus de fraîcheur, on aura moins de réflexes. Moi, j'ai travaillé dans les grosses boîtes où, effectivement, les gens me disaient, mais tu prends tel dossier, tu fais une photocopie, tu changes juste le logo. Voilà, c'est le côté mécanique de la création qui est le contraire de ce que devrait être une agence. Voilà, et le fait d'être vierge de... A priori. Voilà. Alors après, effectivement, c'est une mise en danger pour tout le monde, y compris pour les gens qui travaillent justement sur des domaines dans lesquels ils ne connaissent pas, sur lesquels ils se disent ah oui mais là je ne sais pas faire. Alors justement, vous avez quelle fonction par exemple tous dans... Alors, moi, vous êtes tous designer graphique ou... Moi je suis un ovni ici, je suis concepteur-rédacteur. J'ai rencontré Étienne dans un supermarché chez BBDO, donc on a travaillé pendant 8 ans ou à peu près. Avant de... C'est une vieille amitié, Jean-Marc. Et donc, ici, je suis le seul rédacteur. À un moment, on était 2, peut-être même 3. Et avec une armada de DA, de graphistes. Voilà, donc j'interviens de manière ponctuelle, soit en amont, ça c'est qu'il y a de mieux, soit parfois je finis, j'amène une petite touche d'écriture sur les sujets. Mais Jean-Marc est très modeste, donc il pense qu'il fait que de la rédaction, il fait beaucoup de la conception, donc ce qui est important, c'est le décloisonner. Voilà. Non, mais parce que après je sais pas à quel moment on parle de ça, mais c'est quand même une des grandes qualités de l'agence, c'est de chercher des idées avant de chercher de la forme. Et donc c'est là où je peux intervenir et où on est fort, je pense. C'est pas faire de la tapisserie, c'est essayer de trouver quelque chose qui ait du sens et qui s'exprime par des idées. Et les mots sont même dans le design, même dans l'absence de mots, vous connaissez dans les agences de pub, il y a des concepts, il y a le fameux team. Il y a eu beaucoup de teams brillants qui ont fait des très belles affiches sans aucun mot, qui étaient deux concepteurs-rédacteurs et non pas 2 directeurs artistiques. Voilà. C'est que très souvent, justement, de l'inattendu, voilà, c'est en allant chercher des gens qui n'ont pas a priori la culture exacte, sont capables de plus allant plus droit au but, moins s'enfermant dans des réflexes, dans des trucs. Voilà, il n'y a pas pire que les trucs de graphisme, on en a tous, voilà, mais
Voilà, donc effectivement, par exemple, moi je suis très attaché aux mots et je pense que c'est une des forces de l'agence, et Jean-Marc est peut-être comme il dit le seul, mais c'est bien dommage. C'est indispensable et c'est d'ailleurs très souvent une faiblesse de ne pas avoir, de considérer que très souvent voilà, les équipes c'est des graphistes, voilà, et puis alors que les mots sont presque tout aussi importants, si ce n'est plus important que... Voilà, quand même, les mots, c'est sublime, quoi. Voilà. Et puis, le fait d'être passé par BBDO, c'était l'école de Philippe Michel. Et Philippe Michel, tant qu'il n'avait pas une idée, il balançait les sujets. Alors, on n'a pas travaillé directement. Toi, tu l'as peut-être croisé. Non, moi, j'ai jamais travaillé directement. Mais ça a été une révélation sur un mode de pensée, sur un mode de travail qui est que, avant de faire quoi que ce soit, il faut déjà pouvoir exprimer extrêmement simplement un concept. Tant qu'on n'a pas ça, ça veut dire que c'est fragile ou ça n'ira pas loin. Ou... Ça sert à rien de faire des maquettes. Voilà, exactement. Et donc c'est vrai que c'est très présent dans la démarche de... Mais ça, c'est la partie, ça, et je pense qu'il vient de ça, donc il l'a fortement, c'est la culture de la publicité qui effectivement... Alors chez Philippe Michel, l'a énormément travaillé, c'est le culte de l'idée plus que voilà, la forme étant vraiment bien évidemment le résultat d'un message. Voilà. Et on choisit d'ailleurs la forme en fonction, est-ce qu'on fera une affiche, je ne sais pas. Et il y avait une autre question, vous êtes issu d'une formation de designer, diplômé de l'école Boulle et ensuite des arts décoratifs. Et aujourd'hui vous gérez toute une équipe. Qu'est-ce que cela implique comme modification? Est-ce que vous vous sentez plus ou moins designer? Le fait d'avoir ceci, cette casquette... Alors déjà, il faudrait définir précisément ce que c'est le designer, c'est très compliqué, hein, surtout quand on s'adresse à des spécialistes et chacun aura une vision de la définition de ce métier. Je me sens, ça c'est sûr, plus libre aujourd'hui qu'avant, voilà, parce que justement, je suis plus derrière un ordinateur, hein, je suis plus dans la production au premier niveau, voilà. Donc le fait d'être moins dans le faire, voilà, et d'être plus dans le faire, libère de la dimension laborieuse de la production, voilà. Mais je me sens tout autant designer que, même peut-être encore plus justement qu'avant, ouais. Après, par rapport à cette double formation, moi, c'est vrai que j'ai énormément, quand on parlait en introduction, j'ai appris la ciselure à l'école Boulle, un métier formidable, qui n'existe plus, qui est l'orfèvrerie. La ciselure, il reste dans la rue, d'ailleurs c'est un hasard, hein, mais en même temps, même des fois des choses qui nous suivent comme ça. Il y a deux choses qui m'ont suivi toute ma vie, il y a la ciselure, et dans la rue, il y a le dernier ciseleur de France, qui va partir bientôt à la retraite. Et la ciselure, c'est le travail d'orfèvrerie, donc de modification, de faire des pièces en métal, voilà, des bouilloires, des casseroles, voilà, des écuelles, etc. Des choses magnifiques. Ça n'existe plus aujourd'hui. Maintenant tout est industrialisé, mais c'était vraiment un travail manuel où je me rappelle de mon premier cours. On nous donnait une branche, encore avec des feuilles et tout, et on devait faire le manche de notre marteau, voilà. Et on devait le faire en fonction de sa peau. Donc il y avait un travail le respect de l'outil. Voilà. Et la ciselure, c'est un métier formidable où à chaque fois que je fais quelque chose, je dois créer l'outil qui correspond à ce que je vais faire. Donc il faut bien réfléchir en amont. Et voilà, c'est par rapport à une courbe, je fais une courbe de 5 cm de diamètre. Et ben, ça correspond à un outil qui n'est pas le même si jamais je veux une courbe qui fait 15 cm de diamètre. Pas tout à fait. Voilà. Donc il fallait bien réfléchir l'outil correspondant effectivement. Donc du coup, ça a été un apprentissage qui est peut-être le plus décalé aujourd'hui au niveau pratique de ce que je fais aujourd'hui dans mon métier, mais en même temps c'est le meilleur de tous les enseignements que j'ai eus. J'en ai eu plein d'enseignements pratiques.
aucun intérêt, alors que celui-ci, aujourd'hui, je pense qu'il m'a nourri justement par rapport à ce fameux process créatif, bien réfléchir avant de commencer à se mettre dans le faire, bien respecter le travail, des choses comme ça. Oui, ça, c'était un enseignement très... Et après, je suis allé aux Arts Déco, alors là, c'était l'inverse. Voilà, c'était tout est possible, rien de... Voilà, il ne faut surtout pas respecter l'histoire. Voilà, il faut faire... mai 68 avait déjà fait largement son travail, donc c'était... mais c'était du coup, c'était très intéressant, ce double enseignement. Je pense que je suis sorti grandi d'avoir de ces deux enseignements qui n'étaient, mais vraiment sur lesquels, justement, presque, surtout à l'époque, ça s'opposait, quoi. J'avais une école qui était de l'hyper-tradition, voilà, on faisait le même enseignement aujourd'hui qu'il y a 200 ans. L'école Boulle a beaucoup changé, elle ne fait plus ça malheureusement. Et puis les Arts Déco, qui étaient justement quelque chose de la nébuleuse, plein de métiers se croisaient, on faisait tout, donc c'était encore... ça, c'était que ça, j'en garde un très bon souvenir de ces deux enseignements. Ouais. Mais on n'a pas parlé de... Ils ne sont pas présentés. Voilà. Moi, je suis Thomas, donc c'est intéressant en même temps parce qu'on respecte l'ordre d'apparition. Donc quand je suis arrivé, maintenant ça doit faire 11 ans, je crois, Jean-Marc était déjà là, il y avait déjà quelques graphistes, mais je crois que je suis le premier salarié de l'agence, donc c'était intéressant aussi. Donc j'ai commencé comme graphiste, directeur artistique junior, maintenant je suis directeur de création adjoint avec Étienne. Donc l'idée c'est, moi mon métier c'est en effet de... Jean-Marc et Étienne travaillent beaucoup sur la bonne idée, bien sûr des orientations créatives formelles, et une grande partie de mon travail c'est de faire en sorte que la belle idée soit servie par une belle forme. Voilà, en tout cas une forme qui convient. Chez Bonfaiseur on parle beaucoup de justesse aussi souvent. C'est-à-dire que tout ce qui est beau, c'est pas forcément ce qui m'intéresse, mais plutôt est-ce que je suis juste, pas juste, est-ce que... voilà. Le plus dans les finesses. Tout dépend en fait de ce qu'on... Des fois, il faut savoir crier fort, et Étienne aime souvent répéter cette petite phrase que des fois on a besoin de crier, donner un message dans un hall de gare, parce qu'on est dans un hall de gare, et des fois ce même message crié dans l'intimité d'une chambre doit être chuchoté. Et voilà, c'est ça qui est très intéressant, c'est comme un peu, on parlait de domaine de prédilection, en fait, chez les Bonfaiseurs, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas ça qui nous définit, c'est plutôt la façon de penser en amont, c'est-à-dire il n'y a pas une façon de faire prédéfinie, l'idée c'est au contraire de se remettre en question à chaque fois, c'est de retrouver avec justesse la bonne solution, la bonne façon de faire, le bon médium, le bon message. Ça c'est super intéressant parce que justement on n'est jamais dans quelque chose de formaté, mécanique. Donc justement, presque on est dans du... Je ne sais pas si ce serait une bonne définition du design, mais c'est intéressant justement de se dire que pour le coup, on est dans une vraie créativité dans la réponse qu'on apporte. Oui, merci. Moi, je suis Fanny et je suis directeur artistique. Je suis arrivée au Bonfaiseur en 2009, donc après Thomas, 1 an et demi après à peu près. Et j'y suis restée pendant 6 ans. Et ensuite, je suis allée voir ailleurs pendant 3 ans. Et en fait, je suis très contente d'être revenue. Et concernant mon travail, déjà, je pense que j'ai un peu tout appris au Bonfaiseur, puisque je suis arrivée juste en sortant d'école. Donc, je partage forcément la forme de pensée d'Étienne, de Jean-Marc et de l'équipe. Et j'aime particulièrement les idées, chercher des idées. Et je m'attache un peu moins à la forme, mais je devrais faire plus attention. Si vous voulez commencer à tirer les petites cartes, enfin les cartes qui ne sont pas des cartes, j'avais des cartes, mais des post-it, plus exactement. Et rebondir sur les mots. Malin. Si j'aurais su, j'aurais réalisé. Le malin déjà, c'est pas un peu. C'est le diable. Je sais pas. Non, mais c'est ça, l'origine. J'ai bien compris. Mais justement, parce que le diable est malin. C'est que le diable, parce qu'effectivement, il génère, il a ce pouvoir un peu comme ça. Je pense qu'il faudrait regarder. C'est sûr, pour moi, le diable est très malin, dans le double sens du terme, je pense.
J'avais fait travailler, j'ai été prof pendant très longtemps dans une école, le CV indutable, et c'était avec un étudiant, et il cherchait justement, il était dans une école de graphiste, et il voulait devenir concepteur-rédacteur. Voilà. Donc il avait un peu changé dans sa voix en cours voilà, et je lui dis, et il voulait faire un truc autour de la pub et tout, etc. Et c'était difficile de trouver un sujet très personnel et tout, etc. Puis en discutant avec lui un moment, puis le temps passait, il n'arrivait pas à trouver. Je lui dis, maman, tu vas être obligé de vendre ton âme au diable pour avoir ton diplôme, parce que c'était mal barré. Voilà. Et puis à force en partant là-dessus, du coup, on lui a dit, mais en fait, aujourd'hui, je pense qu'on pourrait plus difficilement faire ce sujet, c'est dingue comme la société change, mais il y a presque plus de 10 ans, c'était encore possible. On disait, voilà, Dieu, en fait, a une agence de pub sur Terre qui est l'Église, voilà, avec une sorte d'organisation, voilà, mais le diable n'a pas d'agence de pub. Voilà. Donc en fait, tu vas faire la campagne du diable. Tu vas faire une campagne, voilà, tu vas faire une campagne publicitaire pour promouvoir les idées du diable et tout, etc. Et donc c'était bien évidemment totalement irrespectueux, mais c'était du coup très intéressant parce que ça générait une réflexion sur la publicité. Et effectivement, toutes les publicités, elles sont diaboliques parce qu'elles essayent d'utiliser nos sens peut-être pas forcément les plus nous tenter. Voilà, de la tentation, voilà, des choses plus ou moins bien. Voilà. Donc le diable est dans le malin, ça c'est sûr. Je n'avais pas poussé jusque-là. Je pense que c'était plus par rapport à des systèmes malins ou à des choses des jeux de mots. Bien sûr, mais c'est vrai que le mot correspond. Enfin, moi, je l'imagine très bien pourquoi il a pu être écrit sur ce petit post-it en parlant des bons faiseurs, parce que c'est vrai que mais ça résonne très bien avec ce qu'on a dit avant. Hein, mais l'idée de ne pas foncer tête baissée des fois dans des idées préreçues ou des choses qu'on a comme ça, des espèces de lubies, c'est plutôt une bonne chose, mais ça oblige à être malin, c'est vrai, à essayer de détourner les choses, de comprendre comment elles fonctionnent pour mieux les appréhender d'une manière différente. Donc bien sûr qu'être malin, alors il y a le côté négatif, mais c'est vrai que c'est le côté plutôt positif du mot, c'est de le faire différemment et de faire mieux, plus efficace, plus fort. Et ça correspond tout à fait, je crois, à la démarche des bons faiseurs, à chaque fois d'essayer à chaque petit curseur, tous les petits curseurs d'un projet, c'est de les pousser de manière maligne. On a aussi une certaine catégorie de clients qui n'ont peut-être pas des moyens aussi importants que dans des grosses agences, donc très souvent il faut trouver des solutions malignes pour compenser, soit il n'y a pas vraiment d'achat d'art, soit il n'y a pas... Enfin, on n'a pas forcément des moyens ultra confortables pour produire, par exemple, donc typiquement, il faut être malin dans la réflexion. Moi, je pense à un particulièrement malin, mais je ne sais pas si... C'est quel projet c'est un peu souvent. C'est au Beaujolais que je trouvais particulièrement malin. À chaque fois, vous avez un principe différent. C'est vrai que pour le coup, c'était pas forcément une réaction à une absence de moyens, c'était plutôt une idée. C'est quand même une réaction à une contrainte très forte qui est la loi Evin, quand même. Oui, voilà, d'accord. Ouais. C'est Et pas à la contrainte de l'étiquette, mais ça c'est Fanny, c'est les créations de Fanny. Pour moi, c'est chercher une réponse on essaye d'être le plus juste possible, et pour ça, on doit se poser la question, est-ce que c'est malin ou pas à chaque fois? Ouais, là, c'est pas la justesse, là, c'est j'intègre les contraintes, j'ai tort, oui, parce que l'exemple effectivement du Beaujolais, il y en a eu plusieurs qui sont toutes, avec des jeux différents, mais à chaque fois un peu sur justement, je contourne et je fais passer quelque chose qui est... mais alors typiquement avec Nicolas, ça a été souvent, mais je me rappelle très bien... je pense que déjà c'est un client qui adore ça. Voilà. C'est un client qui adore la créativité, qui adore les découvertes, qui adore les surprises. Donc elle génère elle-même, effectivement, voire même des fois elle nous pousse à aller justement avoir plus de malice. Elle est assez malicieuse comme cliente. Donc et plus le sujet, bien évidemment, le vin, c'est génial. La loi Evin nous oblige à trouver des chemins détournés pour pouvoir dire des choses.
Je me rappelle d'une fois, on avait fait une campagne avec un éléphant rose. On disait mais jamais on arrivera à le faire passer, mais on l'a fait passer parce que justement c'était tellement voilà, on avait trouvé une petite astuce. Mais oui, c'est le côté, le jeu, c'est malin derrière, peut-être qu'il y a une dimension ludique. Voilà. C'était aussi contre pas mettre physique. Oui, Ouais, mais il y a un côté ludique. Moi, ça c'est un truc qui vraiment, moi, il y a deux façons je le disais souvent à mes étudiants, il y a deux façons d'être d'être content dans son métier. C'est d'être content de ce qu'on fait. Alors, je disais très souvent, c'est une satisfaction assez fugace. On va à l'imprimante, puis on regarde sa feuille, puis on dit putain, c'est chouette ce que j'ai fait. Et voilà, généralement ça dure pas très longtemps parce qu'après, le lendemain, on a dormi, puis on dit ouais, bon, c'était pas si super. Et puis il y a la vraie satisfaction de la réaction que se génère voilà, auprès des autres, et c'est quand même celle-ci qui est beaucoup plus intéressante, celle avec son client, celle avec le spectateur, ceux qui reçoivent les messages, et puis même ceux qui les utilisent. Moi, une des grandes satisfactions, c'est quand tu discutes avec, par exemple, Franprix, quand tu discutes avec les caissières des magasins, et quand tu leur dis que c'est toi qui as travaillé là-dessus, elle te remercie, elle te dit « Ah, mais c'est tellement mieux, avant, moi je venais au travail, c'était moche et tout, etc. C'était désagréable, maintenant c'est tellement mieux, c'est tellement plus agréable, ça, vous avez changé ma vie. » Je l'exagère un peu, mais c'était un peu ce qu'elles exprimaient, et ça c'est vraiment des... Et là, du coup, il y a quelque chose de vraiment dans la satisfaction, et c'est vraiment plus ce jeu-là, nous, qui nous intéresse. Par exemple, c'est pas tellement même si bien sûr on essaye de faire des jolies étiquettes, je pense pas que ça soit la caractéristique de l'agence de faire des jolies étiquettes, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a le malin qui se voit, enfin, les choses un peu ludiques justement, où on va voir une étiquette un petit peu étonnante, elle est pétillante, je sais pas, c'est coloré, il y a une idée derrière. Puis en effet, quand on va chez Franprix par exemple, on se dit pas forcément que ce magasin est malin, et pourtant il y a une machine à jus d'orange dans les premiers mètres. Pourtant elle a toujours été là, cette machine dans le magasin, mais elle n'a jamais été positionnée à cet endroit-là. Et pourtant, c'est une révolution, en fait. C'est extrêmement malin. Alors que, et ça, personne ne le voit en soi. Personne ne va se dire c'est dingue. Pas directement. Oui, on ne sait pas comme une étiquette de vin du Beaujolais Nouveau. En effet, il y a tout de suite une espèce de... Vous intervenez aussi sur donc, la mise en espace des magasins Franprix. Alors on travaille quand on est sur des sujets comme ça, que ce soit Franprix par exemple ou d'autres sujets, on travaille avec une agence partenaire qui est une agence super qui s'appelle l'agence Version, avec lequel d'ailleurs justement on va partir tout à l'heure pour aller les voir, qui sont à Versailles. Eux c'est des vrais architectes et des vrais spécialistes de l'architecture, et nous on est plutôt des... Je ne sais pas si on est des spécialistes, mais voilà, plutôt. Et on travaille vraiment ensemble sur nos projets. Voilà. Alors, on intervient beaucoup ensemble. À la fin, c'est comme toutes les équipes. On ne sait pas qui est l'auteur de l'idée, etc. Mais vraiment, on est dans un travail d'équipe sur ces projets-là. Voilà. Et très souvent, moi qui ai travaillé dans des agences où il y avait justement des structures plus intégrées, cette indépendance et ce choix délibéré de travailler ensemble génèrent une stimulation et une obligation d'un respect de l'autre qui, même d'ici des fois crée certaines tensions, doit toujours être compensée par le fait que si jamais on va trop loin, on génère une rupture qui serait dramatique. Voilà. Donc oui, par exemple, typiquement sur Franprix, même si c'est bien évidemment l'agence Version qui en est le dépositaire et le garant et l'auteur véritable, on intervient d'une manière en stimulation ou en apporteur d'idées ou des choses comme ça. Et à la fin, sincèrement, on ne sait plus qui vraiment a fait quoi dans les projets, mais c'est ça qui est intéressant. Mais juste pour rebondir sur Franprix, Franprix a fait qu'à un moment, on avait été contacté par Gerflor pour faire... Gerflor, c'est eux qui font les sols qui sont silencieux, c'est des dalles qui absorbent le son et tout. Donc Gerflor voulait faire un petit
un petit événement auprès de leurs vendeurs, je crois. Donc on avait été, pour le coup, avec la casquette Gerflor chez Franprix, et quand j'étais dans les rayons, ils nous disaient, mais c'est génial, depuis qu'on a changé le sol et le concept, on vend, il y a beaucoup plus de gens qui viennent, le chiffre d'affaires a explosé, tout. On aurait dit presque une caméra cachée ou quelque chose, que tellement c'était ce qu'on avait envie d'entendre, qui nous disait spontanément sur un autre sujet, quoi. Mais ça, le sol, on a changé le sol dans les magasins. Avant, c'est un sol pour des raisons, parce qu'il faut passer un sol grand trafic, etc. Donc c'était du carrelage, c'était du sol bruyant, qui générait une insatisfaction en tant que consommateur, mais surtout ça générait des nuisances pour les voisins du dessus qui habitaient et qui du coup entendaient du bruit toute la journée. On a changé par un sol qui est des sols mous, qui fait déjà dans la sensation du pied, c'est bien plus agréable, ça fait pas de bruit, donc il y a moins de bruit, les chariots, etc. Et ça crée même des relations avec les voisinages qui sont améliorées. Mais ça a été un changement qui a été très difficile parce que des habitudes, le sol Gerflor, pas qualitatif, il y a eu tout un truc qui a été assez intéressant. C'est un projet qui a été très intéressant parce qu'on a plein de petites choses ont changé, mais qui sont des choses un peu justement pas forcément des choses formelles, mais plus plus il n'y a pas bon, si, bien évidemment, il y a des réussites graphiques dedans, mais c'est pas tellement. Si jamais on devait dire quels sont dans les leviers de ce changement de perception, les éléments qui ont généré le plus de différence, je pense pas que ce soit le changement du logo, par exemple, même si je crois qu'on en est fier, mais même si on peut dire qu'il est pas mal, je pense que c'est pas ça qui a généré la plus grande différence. Par exemple, la présence d'une couleur gaie dans la ville a généré un truc, c'est d'un coup enfin une ville qui n'est pas triste. Si on va les autres, vas-y. Alors, parce que d'ailleurs, on va tous les retourner. Oui. Ah bon, très bien, les bons objets. Les bons objets. Ouais. Bon, ça, l'histoire est assez facile à raconter. C'était une idée parce qu'on avait 10 ans en 2000, je ne sais plus combien, en 2014. On a été un petit peu tardif, mais c'est ça, en 2014, on a commencé en 2014. On disait, on a 10 ans, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il y a un peu des appels à idées. Puis il y avait beaucoup de choses un peu banales, un peu convenues, et puis on s'est dit, mais en fait non, on va essayer de faire des objets mémoire et en même temps hommage à des choses qui sont passées pendant 10 ans. Et donc on s'est dit, on va fabriquer nous-mêmes des objets, et chaque objet devra être un hommage à quelque chose qui s'est passé ou un client, mais c'était pas forcément systématiquement un client, un élément marqueur de l'agence, de la vie de l'agence, et surtout, on s'était donné un peu comme contrainte que ça soit fabriqué par nous. Voilà. D'accord. C'était plus ou moins vrai, mais effectivement, c'est quand même assez vrai. Et surtout, d'ailleurs, sincèrement, c'est ceux qui sont les plus fabriqués à l'agence qui sont le plus vendus. Voilà. Et c'était l'idée, c'était de dire, on va les offrir à nos clients, puis on va les vendre. Bon, on en a, il devait y en avoir 10, on n'en a pas fait 10, il en reste 2 à faire, je crois. Voilà, parce que c'est beaucoup de boulot. Et puis en fait, on a un peu, c'était quand même beaucoup de boulot. Ça a été très sympa parce qu'on a fait chez Artazar, on aime bien les gens, vous connaissez sûrement, ils sont super. Karl et compagnie. On a fait une inauguration là-bas. Il y a le site des objets qui est en ligne. On ne l'entretient plus, mais régulièrement on en vend. Là, j'ai une commande dans un restaurant d'objets, c'est presque ça. Les photophores, voilà. Mais plein. Bon, après, c'est des objets qui sont pas forcément. Leur intérêt, c'est pas tellement l'objet en lui-même, parce que après, si, il y a des gens qui les apprécient, bien évidemment, mais nous, vraiment, c'était la petite histoire qu'il y avait derrière. Et alors, justement, s'il y a un des objets qui a une histoire en particulier, s'il y avait une petite trousse, s'il y a un savon de photophore. Ouais. Chacun, par exemple, les savons,
les savons, elles sont toutes avec des graines dedans. Et c'est on a toujours beaucoup travaillé pour la meunerie à cause de Banette. Et on a eu un petit projet qui a été très reconnu dans le monde entier, qui est le projet des lupins. Oui. Vous connaissez sûrement, voilà, avec ce jeu sur les différentes graines. Et l'astuce de ce client, c'est d'avoir, c'est pas très vendeur, j'espère qu'aucun boulanger nous entendra, c'est quand on ne sait pas très bien faire du pain, en fait c'est assez facile de faire du pain avec du goût, si on met des graines dedans. Voilà. Et donc du coup, lui, il a fait plein de recettes avec beaucoup de graines dedans. Voilà. Et ça marche très bien, et tout, etc. Et on a fait, Fanny d'ailleurs, avait fait une très belle identité visuelle avec plein de graines, donc ça c'était très, très joli, très ludique, très malin. Et donc du coup, on s'est dit, il faudrait qu'on trouve quelque chose avec ces graines, avec cette idée de graines, etc. Donc il est arrivé l'idée du savon. C'est pas... mais c'était vraiment comment est-ce qu'on part de nos graines. Voilà. Donc à chaque fois c'était un peu des casse-têtes d'ailleurs, c'est pour ça qu'en fait on a eu du mal un peu, on a un moment un peu saturé et puis l'énergie est passée ailleurs, mais donc ça c'était les savons, plus que les savons c'était les graines. Les photophores, bon, c'était évident que c'était entre Nicolas, et puis on a beaucoup de clients dans le vin, donc on a un truc avec la bouteille. Il y a le sac fait avec les couches de... Ah oui, c'était un des premiers, c'était le tote bag fait avec des couches de boulanger. Les couches de boulanger, c'est le fameux tissu qui sert quand je fais mes baguettes, je les pétris et puis je dois les faire reposer et je les mets dans des petits berceaux en fait c'est une couche, voilà, c'est le mot exact, c'est une couche, mais c'est un petit berceau de tissu, voilà. Et elles reposent là plusieurs heures, il y a une fermentation. Et après, je les prends de leur couche et je les mets au four. Donc voilà, il y avait plein de trucs. Et puis surtout, ce qui était sympa, c'était une époque où on n'était pas très occupés. On a eu la chance, ça tombe au bon moment. Après, les trousses, ça nous a occupés. Hein. Ah, les trousses, ça nous a bien occupés. Très long. Et les trousses, voilà, typiquement, c'était pas un clin d'œil à un client, mais c'était un clin d'œil à mon professeur de ciselure. Voilà, on rangeait nos outils dans quelque chose qui ressemblait un peu à ça, qu'on a aussi chez les peintres, voilà, pour ranger le pinceau. C'était ça ou un manche de marteau, ce qui était beaucoup. Assister pendant des heures, 500 exemplaires. Non, mais c'était très sympa parce que je générais une émulation en interne, je crois que tout le monde s'est bien amusé. Je pioche. Petit mot, vas-y, Allez. pioche. Qualité du quotidien. Moi, ça me parle. Alors, tout de suite, j'y projette des choses très techniques, un peu, mais j'aime bien quand on cycle. Alors, ça rejoint aussi un peu le côté malin, mais j'ai l'impression que dans beaucoup d'agences de design, il y a aussi une qualité du quotidien qui est extrêmement dégradée. Alors, pour plein de raisons, certainement. Mais je sais que j'aime bien essayer de faire en sorte de travailler sur ça pour qu'au contraire, on a besoin d'être bien pour faire du design intéressant. Pour être malin, il faut avoir du temps de cerveau disponible, justement, faut se sentir bien. Et forcément, le quotidien a une incidence sur ce point-là. Nous, on travaille toute la journée devant des ordinateurs, hein, la plupart du temps, même si ça peut nous arriver sur certains projets de faire de la peinture, etc. Mais l'ordinateur, c'est pas un outil très... En termes de qualité du quotidien, c'est pas très sympathique. On est devant un écran, c'est une image virtuelle, c'est plat, etc. Bref, ça, plus nos logiciels, qui sont des logiciels techniques, plus plein de choses. Bref, pour moi, il y a beaucoup d'éléments dans notre quotidien qui font que la journée peut devenir un vrai calvaire. Et j'ai à trouver des astuces de manière maligne. Et donc là, on est plutôt presque dans le fonctionnel, dans la façon de travailler, même technique, pour... gagner de l'efficacité tout simplement, parce que c'est un peu, ça rejoignit le mot feignant d'Étienne tout à l'heure. Je sais pas si c'est le même mot, mais finalement on perd beaucoup d'énergie pour des choses qui sont inintéressantes et inutiles, et l'idée c'est d'essayer de comment faire pour améliorer ces points-là, pour au contraire justement gagner de l'énergie et de la fraîcheur surtout. Donc voilà, pour moi, qualité du quotidien, c'est un peu... Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire dans les agences chez les bons faiseurs, parce que moi, j'aime beaucoup travailler là-dessus.
C'est d'améliorer le quotidien, une bonne ambiance aussi. C'est vrai que chez les bons faiseurs, on est une petite équipe. 15, c'est pas non plus énorme, on s'entend tous très très bien. Donc on parle. Puis une entraide aussi. Une entraide, Les autres. c'est ce qui est bien. Il n'y a pas une espèce de grosse structure hiérarchique lourde avec la peur, l'appréhension de enfin voilà, j'arrive pas, je bloque sur quelque chose, bah tiens, regarde, est-ce que tu peux m'aider? Une espèce de générosité, je crois aussi, dans l'idée de partager l'information, le savoir-faire. Puis il a mis son bureau à côté de la cuisine, comme ça. Tout. Voilà. C'est un centre de ralliement. Ça fait partie de la qualité du quotidien. Ah mais c'est anecdotique, mais c'est très vrai. C'est que c'est quand même un métier. On fait un métier très dur, très difficile, quoi, très dur. Voilà, c'est un métier qui demande beaucoup d'énergie. On ne peut pas le faire comme ça en dilettante. Donc ça demande beaucoup plus d'efforts que la plupart des métiers. Voilà. Donc, on est beaucoup plus sollicité, c'est plus difficile, il y a une tension qui est plus forte. Voilà. Et donc du coup, la qualité du quotidien est indispensable pour justement libérer, ce que disait Thomas, pour libérer un peu justement cette énergie, voilà, etc. Donc c'est vrai que nous ici, même si c'est un peu le hasard, etc., on n'a pas créé ce bâtiment, on n'a pas créé le côté un peu rigolo de cette structure, avec des étages partout, des caves, et voilà, avec la cour, qui est très agréable. Régulièrement, on fait des barbecues, donc on travaille pas l'après-midi. Il y a deux chats. Le chat névrosé. Il y a deux chats, parce que voilà, il y a les bonnes années, on part quelques jours faire du ski. Il y a un côté, l'importance effectivement du collectif et de bien s'entendre, comme le dit Thomas, voilà, le côté. Il est indispensable d'être dans de bonnes conditions, même si nous n'arrivons pas, c'est pas un métier où il y a peut-être des métiers plus cool, il y a peut-être des métiers plus reposants que les métiers qu'on fait, quoi. C'est des métiers qui sont quand même assez, qui peuvent vite stressants, voilà, qui peuvent être vite. On demande beaucoup. Voilà, aujourd'hui, il y a les gens qui sont dans ce métier-là, je crois. Bon, et dans on le demande casting, beaucoup dans tous les métiers, mais voilà. Non, et aussi dans le casting des gens, il s'avère que les égos ne sont pas trop exacerbés, ce qui fait que très souvent des sujets peuvent être commencés par l'un, finis par l'autre, sans que ça crée trop de frustration. Alors je dis pas qu'il n'y en a jamais, mais en tous les cas, c'est important parce que il y a une cohésion entre tous, je trouve. Enfin, moi qui suis un peu spectateur parfois de ça. Non mais c'est vrai, c'est notable en tous les cas. Oui. Ouais, et cette dimension-là, alors effectivement, je pense que c'est un peu mon rôle dans le sélectionneur, voilà, de l'équipe. C'est vraiment super compliqué et vraiment très important de trouver. C'est pas une histoire de est-ce que je suis compétent ou pas compétent, c'est est-ce que je vais pouvoir m'insérer dans ce collectif, quoi. Et c'est pas toujours évident parce qu'il y a des gens qui sont là depuis très longtemps, des gens qui arrivent, donc ils n'ont pas le même vécu, ils n'attendent pas forcément la même chose. Donc souvent c'est pas facile. Mais c'est ça qui est passionnant d'ailleurs, ouais, puisque par rapport à la question du designer tout à l'heure, là, c'est parce qu'effectivement designer une équipe, c'est un métier de designer. Ouais. Oh, c'est bon ça. Ça sera la phrase de l'introduction. Et oui, ça va. En fait, c'est marrant que j'entendais pas du tout la qualité du quotidien de la manière dont vous l'avez défini, mais je suis contente que ce soit ça. J'entendais plus dans le fait que vous travaillez sur des objets qui sont du quotidien et que ça participe aussi à la qualité de ceux en insérant de la poésie, et à la qualité du quotidien d'autres personnes que vous, mais c'est en adjectif. D'accord, ok. Je voyais ça plutôt comme ça. Mais du coup, ça rejoint un petit peu ce qu'il y a sur le dernier post-it. Il y a marqué nombriliste sur le dernier post-it. Tout à fait. Non, il y a marqué mauvais faiseur.
Avec un point d'interrogation, je crois. Ah, je l'ai pas. Ah ouais. Tu l'as pioché, c'est toi. Sur la version de carte, il y a des pouvoirs, mais j'ai mis ça trop vite. On a déjà rigolé, certains d'entre nous, en disant qu'on allait monter une agence parallèle qu'on appellerait les mauvais faiseurs. Des fois, on considérait qu'on avait mal travaillé. Ou on considère pour nous. On considérait pour nous. Non, je crois que justement, moi j'avais plutôt envie de le tourner de manière positive et en ramenant le bon. Même si, comme on le disait, je pense pas que tout ce qu'on fait et tout ce qui a été fait est forcément bon, mais en tout cas, il y a l'envie que ce soit bon, bien fait et bien pensé. Et aussi, je trouve que pour rejoindre, le fait d'être bon faiseur aussi, je pense que c'est assez réussi comme nom pour nous. Parce que il n'y a rien de mieux, je trouve, quand on fait partie des bons faiseurs, que de dire t'es un bon faiseur. Enfin, il y a quelque chose d'assez positif qui est assez entraînant, je trouve, pour une équipe, de se dire moi, dans mon travail, tu fais quoi ? Je suis bon faiseur. Voilà, c'est plutôt franchement, c'est super positif. Donc c'est pour ça, et après, si on devait vraiment. C'est mieux que mauvais faiseur, c'est sûr. Mauvais faiseur, de temps en temps, c'est un peu d'humour, c'est bien. Il y avait, encore une petite phrase, mais de fameux, je crois que c'était Philippe Michel, ou je ne sais pas qui effectivement disait, il n'y a pas de mauvais clients ou de mauvais projets, il n'y a pas de petits projets ou de petits clients, il y a de grandes ambitions. Voilà. Et effectivement, en mauvais faiseur, je ne sais pas trop ce qu'on pourrait mettre derrière, mais dans le mauvais et dans le bon, il n'y a pas de mauvais. Par exemple, nous, il y a des gens qui adorent travailler dans un domaine particulier, le luxe, le culturel, etc. Moi, je trouve pas ça très intéressant, les secteurs. Je trouve que c'est plus intéressant. Par exemple, la distribution, c'est un truc, je me disais, mais je crois pas que ça va être très sympa de travailler dans la distribution. Et en fait, on a eu la chance de rencontrer les équipes de Franprix. Et c'est des gens passionnants, je les trouve beaucoup plus créatifs que dans des domaines soi-disant très créatifs. Voilà. Oui, de gens très cultivés graphiquement, etc. Je les trouve formidables, quoi. Et c'est plutôt un état d'esprit et c'est plutôt une ambition qu'une catégorie. Mais les mauvais faiseurs, c'est les mauvais faiseurs, c'est ceux qui font sans réfléchir. Voilà, je pense que c'est ça la définition du mauvais faiseur. Ceux qui font bêtement. Voilà, qu'on réfléchit, mais qu'on mal fait derrière. Moi, après, on va pas changer le nom de l'agence. Mais qualité du quotidien, alors parce que c'est vrai qu'on l'avait pas entendu comme ça, juste pour rebondir. Donc là, c'est est-ce que le design peut sauver le monde, en fait, un peu. Non, mais en tout cas, dans la distribution, c'est vrai qu'on voit des choses. C'est des fois incroyable de voir comme certaines petites idées malignes peuvent changer la qualité du quotidien, donc pas la nôtre forcément, mais celle des utilisateurs. Enfin, le sol Gerflor qui a un seul mou, c'est incroyable. Enfin, c'est vrai que c'est fou. On pourrait se dire que c'est juste un sol, quoi, et que finalement le sol, on s'en fiche. En fait, c'est dingue. C'est derrière ces petites choses-là que se cache Et là, on sent que dans la distribution, c'est un domaine qui nous touche tous, quoi. Chaque jour, on va faire une course, on ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est là où, d'un seul coup, des petits changements peuvent grandement augmenter notre qualité du quotidien. Les équipes de Franprix, je trouve, un de leurs axes aussi de travail, donc ça résonne bien avec eux, typiquement, sur la qualité du quotidien, c'est pour ça que d'ailleurs c'est un client top, c'est que vraiment sa préoccupation c'est ça, sa préoccupation en tant que distributeur, il dit moi je suis là pas pour vendre des produits, bien évidemment pour vendre des produits, mais c'est pas comme ça que je pousserai les gens à acheter des produits, c'est que je dois améliorer leur quotidien. Voilà. Et la force de ce sujet et la créativité de ce sujet, c'était là-dedans. Voilà, par exemple, il n'y a quasiment plus de graphisme chez Franprix parce qu'on a supprimé toute la com. Voilà. On a dit ça ne sert à rien de mettre de la com, il y en a trop, les gens sont bombardés dans un supermarché de 1000 milliards d'informations. De toute façon, même si on supprimait toute la com, il y en aurait encore déjà trop. Quoi. Voilà. Donc c'est au packaging de faire son travail, pas besoin de rajouter des flèches en disant attention, ici c'est du riz. On doute bien que c'est du riz. Voilà. Donc mais ça peut paraître assez bête comme petite phrase, mais en fait, on s'est battu. Enfin, on s'est battu.
On a eu tout de suite un interlocuteur qui a dit mais bien évidemment, ça sert à rien, voilà. Mais il y a en interne un frein énorme, des gens qui, ça durait, on a dû leur prouver. Voilà. Ça change d'habitude de penser. Voilà, et alors c'est même plus que ça, c'est parce que ça change les habitudes de penser, mais surtout, et je l'ai compris rapidement, c'est qu'en fait, il y a des gens qui spontanément, au bout d'un moment, ils le disaient autour de la table, ils disaient mais moi, mon métier, c'est de faire des PLV. Donc, si vous me dites qu'on ne met plus de PLV dans le magasin, qu'est-ce que je vais faire? Il y a des gens qui avaient presque l'impression qu'on mettait en danger leur travail, quoi. Voilà, leur avenir au sein de l'entreprise. Voilà. Il a fallu leur dire, mais t'inquiète pas, tu vas faire autre chose. mais c'est vrai que ça a été... alors, les changements, ça c'est sûr, on le voit sur tous les projets. Dès qu'on change quelque chose, il y a une volonté de... Voilà, on vient chercher un changement, puis dès qu'on propose un changement, on dit, oh là là, mais attendez... parce qu'on ne change pas trop. Voilà. Donc le peur du changement est quelque chose de très difficile. Avec les clients, avec Banette, par exemple, on le voit énormément. Il y a plus de réticence des équipes internes que des gens qui sont... Voilà, ça c'est vrai dans beaucoup de projets. Et la qualité, justement, par exemple, des fameux managers, des pilotes de projet, voilà, c'est là où cette capacité d'accompagner les changements, c'est d'avoir la foi. D'avoir la foi et d'avoir la force. D'avoir la foi et la foi et la force sont liés pour oser ce fameux changement, quoi. Mais la qualité du quotidien, ouais, ça c'est sûr, je pense que Franprix, ça répond bien à cette... Et est-ce qu'on peut passer à un petit projet où vous nous montreriez un peu toutes les étapes, je ne sais pas si vous avez même des ébauches, montrer un peu comment ça se passe, comment vous travaillez en équipe, tous ensemble. On n'a pas trop ça. Déjà parce que je crois, moi je suis un grand défenseur de ça, c'est justement pas... Je déteste les gens qui ont des méthodes. Voilà. Et d'ailleurs, la dernière fois, il y a un client qui m'a dit, c'est pas votre méthode. Je leur ai dit, on n'en a pas. Et du coup, ils nous ont partenu. Parce que justement, les méthodes... Alors pourtant, à chaque fois, je dis, il y a des méthodes. Mais il y a des méthodes, mais il n'y a pas une méthode. Voilà. Donc, chaque projet correspond, à mon avis, à sa méthode. Voilà. Mais bon, après... si jamais c'est le... Je sais pas, on n'a peut-être pas forcément de choses à présenter. Si, on a un projet différent de ce que vous faisiez, mais d'habitude, le projet éditorial de la semaine de la critique de Cannes, mais c'est peut-être un peu plus ancien. On est avec eux depuis très longtemps aussi, la semaine de la critique. Parce qu'avant que je sois là, c'était déjà... Il y avait ils sont rentrés par Jean-Marc, c'est un copain de Jean-Marc, qui nous a fait rentrer dessus. 10 ans. Ouais, non, la création de l'agence de 2004. Ah d'accord, ça fait 14 ans. Mais ce qui est pas intéressant, c'est pas forcément la création d'une année. Là, ce qui vaut presque le coup, c'est de parler du chemin parcouru avec eux, quoi. Parce que là, pour le coup, au fil des années. Ouais, j'essaie de chercher quelques... Ce qui effectivement, j'ai commencé, et puis Thomas continuera, mais Jean-Marc aussi, parce que Jean-Marc était celui qui a emmené le client. Ce qui est intéressant, c'est que c'est effectivement la semaine de la critique, comme son nom l'indique. C'est une quinzaine et ça dure 15 jours pendant les compétitions de Cannes. Et c'est la compétition la moins connue de toutes les compétitions de cinéma à Cannes. C'est la compétition qui est réservée aux premiers et second long métrages, donc que des auteurs inconnus et du coup plutôt des acteurs peu connus ou en devenir, et géré par le syndicat français de la critique. Voilà. Donc le syndicat de la critique, avec toute sa problématique, c'est-à-dire que c'est un syndicat, c'est pas une structure indépendante, donc les syndicats tous ces membres de la critique française vont participer indirectement ou directement sur la sélection des films, sur le pilotage du projet. Et ce qui est intéressant, c'est que, je ne sais pas si vous connaissez Cannes et les fameux palais, etc. Il y a le palais qui est un espèce de blocos au milieu, et puis après, nous, la semaine de la critique, elle est à 300 mètres du blocos. Voilà. Mais 300 mètres à Cannes, c'est 60 km à Paris. Voilà, c'est énorme. Donc les gens, les emmener à la semaine de la critique, c'est un travail colossal, déjà parce que
il n'y a pas de star, il n'y a pas de... Voilà, c'est une toute petite salle, c'est une salle municipale avec, qui est assez modeste et tout, etc. Donc il y avait une sorte de frustration, voilà, de la part de la semaine, et voilà, de toujours un peu d'être le petit, le vilain petit canard de tout le glamour qu'il y a à Cannes à ce moment-là, etc. Et depuis 14 ans, on est assez content parce que c'est vraiment un chemin qu'on a fait ensemble avec eux, c'est déjà de gommer et de ne plus avoir cette frustration, de ce complexe, en fait, plus que frustration, ce complexe, et au contraire de dire, en fait, on est différents, mais on est mieux, ou du moins on n'est pas comparable, quoi. Mais effectivement, nous on n'aura pas de stars parce qu'on n'a que les futures stars, on n'a pas, voilà. Et donc du coup, il y a eu tout un travail, et ça a été, entre autres, ça a été l'élément le plus déclencheur, ça a été le 50e anniversaire, quand on a justement, à un moment, dit, regardez, faites la liste de tous les gens que vous avez découverts, et vous êtes ceux qui avaient découvert aujourd'hui, tous les gens qui montent sur le tapis rouge, ils sont passés par vous et c'est vous qui les avez découverts. Donc il y a eu tout un travail presque de l'ordre de la psychanalyse, on va dire, mais comme souvent dans ce métier-là. Et puis il y a eu aussi un travail parce que c'est des gens qui, comme le disait Jean-Marc, il faut être malin parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, c'est la compétition la moins riche, parce que vu que justement il n'y a pas de stars, il n'y a pas de sponsors, donc ils ont très très peu de moyens, donc on a toujours essayé de trouver des astuces pour produire des images avec des copains photographes, etc. Il fallait voilà. Et puis en final, maintenant on a trouvé un système de fonctionnement qui est assez rodé, qui a libéré un certain nombre de pressions en interne, on va dire, de politique, et du coup, ce qui était au début un système un peu lourd dans le système de fonctionnement, dans la validation des images, en fonction des critiques et tout, etc. Chacun, puis les critiques, c'est leur métier de critiquer, donc ils aiment bien critiquer, voire se critiquer entre eux, donc c'est assez compliqué. Et du coup, il y avait des jeux politiques aussi. Ouais, il y avait des jeux politiques, c'était un peu compliqué, voilà. Et aujourd'hui, maintenant on a une gestion qui est beaucoup plus fluide, on les fait participer à la conception, il y a tout un jeu qui est beaucoup plus intéressant. On leur a, et ça aussi c'est un élément important, c'est qu'ils étaient inconnus du grand public, et ils étaient même, voire pas très connus du public, qui était pour eux le plus important, le public des producteurs de cinéma. Et on leur a dit, ce qui est très important, c'est que vous arriviez à générer une identité visuelle, que les gens puissent s'approprier, générer une fierté pour mettre sur les affiches des films, voilà. Donc ça a été fameux, la création de ce fameux ce triple C, la semaine de la critique Cannes, qui aujourd'hui maintenant apparaît très très, on va dire, il y a la palme et puis la mire de la semaine de la critique qu'on voit de plus en plus et qui est même très souvent des fois présenté en très gros. Ça devient vraiment, c'est devenu un vrai label pour ceux qui savent. Voilà. Après c'est des gens, on n'imagine pas, hein. C'est d'ailleurs étonnant quand on va à Cannes, qu'on voit tout ce débauche d'argent, etc., se fasse, etc. Ils nous reçoivent sur des plages magnifiques qui sont les plages Nespresso, tout, etc. Mais tout ça, mais il n'y a pas un sou, quoi. Pour faire ça, De toute façon, on ils sont subventionne. tous bénévoles, en plus. Ils sont tous bénévoles. Nous, on ne va pas dire qu'on est bénévole, mais pas loin. Je crois qu'on a un budget chaque année qui est ridicule pour tout faire, mais parce que voilà, c'est la magie de c'est la exactement, voilà. Et alors avec toute la complexité justement d'une association, c'est qu'il ils reçoivent toutes les informations à la dernière minute, donc c'est très difficile de faire évoluer les choses, etc. Bon, là typiquement par rapport à la question de tout à l'heure, qui était de dire où était la satisfaction. Il n'y a pas de souci, par exemple ça c'est. Est-ce qu'on est satisfait du résultat final dans l'absolu? Je ne sais pas. Je pense que bien évidemment on pourrait faire mieux. Et dans un idéal, on aimerait bien évidemment faire mieux. Mais avec les contraintes, c'est la gestion de l'ensemble de ces contraintes. On est déjà très content du résultat et très content du progrès fait dans le collectif. Voilà. La semaine de la critique, le syndicat de la critique est beaucoup plus à l'aise aujourd'hui
avec cet outil qu'ils utilisent et qu'ils ont créé, qu'ils gèrent. Les équipes en interne sont beaucoup plus décontractées, la confiance est, on va dire, est regagnée, le fameux qualité du quotidien, beaucoup de tensions ont disparu, etc. Et je pense qu'effectivement on a participé à tout ça, voilà. Sans en être bien évidemment les seuls auteurs, hein, mais on a participé à tout ça. Il y a un document là qui voilà, c'est celui-là là, que Thomas avait fait, et qui est un document, je veux parler celui-là, de ce document un peu fondateur d'un changement, qui était le récap de 50 ans de découverte, et où on a effectivement, on se rend compte qu'ils ont sélectionné, ils ont donné des prix à des gens qui à l'époque étaient totalement inconnus et qui sont devenus au fil des années des pointures. Voilà. Ken Loach c'était passé par là, c'est la première fois qu'ils reçoivent. C'est eux qui ont découvert, etc. Donc il y a plein. Et puis effectivement, ce qui est génial, c'est de voir presque 50 ans de cinéma, c'est incroyable, hein, ces écritures, voilà. Voilà. Et c'est aussi, alors là c'est aussi un autre plaisir, c'est qu'effectivement quand on voit arriver autour de cette table certaines critiques qu'on connaît, entre autres leur voix à la radio, etc. Il y a des gens un peu remarquables et tout, etc. Certains orateurs assez des personnages, quoi. Voilà. Donc du coup, personne n'est d'accord, bien évidemment. Tout le monde a une vision, etc. Il faut trouver un consensus sur... Choisir une image à 12. Choisir une image à 12 et chacun voit, chacun se raconte un film derrière, c'est extraordinaire. C'est très chouette, très chouette. Et ça se passe toujours dans la bonne intelligence, hein. On arrive justement, puis on commence à les connaître. Donc. Mais le process, oui, est encore presque plus intéressant que le résultat final qui est bien, mais qui pourrait peut-être encore... oui, si jamais on était dans un... Surtout si on était dans une structure plus... avec un seul, ou du moins des interlocuteurs plus définis, avec un vrai pouvoir. Là, en fait, nos interlocuteurs au quotidien, ils ont un pouvoir qui est plutôt de l'ordre de l'organisation. Les vrais décisionnaires, c'est le syndicat de la critique. Voilà. Et on les voit jamais, ils débarquent comme ça. Il y a des luttes de pouvoir entre eux, plus que... Voilà. Et l'affiche sert souvent à ça. Et c'est d'ailleurs très souvent ce que je leur dis, c'est que chaque année, il y a des gens qui se lèvent, qui disent « Moi, vivant, cette affiche, même sortira, etc. C'est n'importe quoi, voilà, etc. » Et puis, l'année suivante, ils te diront « Mais non, mais l'affiche de l'année dernière, je l'ai toujours défendue, mais celle-ci, jamais, de mon vivant, jamais ça ne sortira. » Mais bon, voilà, donc, au début on est un peu surpris, puis à la fin on se dit bon, ça fait partie du spectacle. Voilà. Mais voilà, donc du coup, on sait que alors ça dure, on fait 3 réunions, et on sait qu'il y a des rejets, puis après il faut qu'ils sortent, voilà, mais comme avec tout client. Mais ce qui est très agréable, c'est que vu que ce sont des gens... il n'y a pas d'argent dans le jeu. C'est de l'intellectuel. Donc du coup, c'est des gens cultivés. Donc c'est bien évidemment passionnant de discuter avec eux, parce que c'est des gens qui ont des références. Voilà, puis voilà, ils savent parler, c'est des critiques, donc ils ont le sens des mots et une aisance oratoire qui est géniale. Certains, c'est presque un plaisir de les écouter, plus pour la forme que pour le fond. Il y avait, comment il s'appelait, il y en avait un qui était génial. J'avais oublié son nom, mais... Ça tournait toujours un peu souvent autour du cul, mais c'était pas mal quand même. C'était pas mal. Et c'était un plaisir, on était au spectacle, quoi. Et c'était, vous voyez, le masque et la plume, voilà. C'était ça en direct autour d'une affiche, quoi. Et parce qu'en plus, la plupart est là, la plupart sont là, donc même presque certains sont présents au masque et la plume. Donc c'est un grand moment de... Voilà. Et c'est dommage d'ailleurs que justement on n'ait pas un peu plus de moyens techniques pour pouvoir générer un matériel peut-être un peu plus qualitatif, mais bon, voilà, le cinquantenaire, c'était une belle... Oui, c'est une belle histoire, un changement de papier. Je me disais justement, mais je comprends pas, il me semblait que c'était un papier pas glacé. En fait, non, c'est à la fin. C'est à la fin. Ouais. J'avais vu ça, moi. Et mais fait avec des moyens tout petits moyens. Ouais. Donc ça c'était un catalogue un peu spécial, et les autres ce sont des catalogues distribués voilà, dans le qui ont une fonction essentiellement d'ailleurs qui s'adresse aux producteurs. Mais là par exemple typiquement, donc ça c'est des moments hyper partagés. Voilà. Et inversement, je vais prendre justement
Voilà, un sujet que j'aime bien, c'est le fameux sujet. Ah oui, il y a eu une histoire de cohérence. On avait installé au fil des années quelque chose qui était. Lors de la petite révolution du logo, donc Ouais. on avait installé ce code graphique là, qui a bien marché. Donc après, il y avait toujours une espèce de ligne graphique comme ça. On avait toujours le même logo, mais un jeu graphique qui l'évoquait, mais de manière plus changeante, parce que ce ne soit pas toujours systématique. Et l'année dernière, on a changé un peu la ligne graphique. Donc eux, à chaque fois, leur message, c'est de faire découvrir un. Oui, ce qui était en fait un des principes, c'est-à-dire on utilisait les images d'un des films qui avait participé, qui avait été sélectionné la saison précédente. Voilà. Déjà justement pour pouvoir avoir du matériel graphique accessible, parce qu'on n'en avait pas les moyens de produire des images. Ce qui n'est pas le cas de certaines compétitions comme la Quinzaine qui achètent des images. Et l'année dernière, on avait tenté quelque chose qui intellectuellement nous plaisait beaucoup, mais en fait a généré beaucoup de questionnements, etc., qui était de dire, soyons fiers justement par rapport à ce travail, qui est de dire, il se passe quelque chose dans les salles, c'est la première fois pour ces films, c'est la plupart de ces réalisateurs, de ces metteurs en scène, etc., c'est leur premier film, et en plus, c'est la première fois qu'ils vont à Cannes. Voilà. Et c'est vu que c'est des avant-premières, donc c'est la première fois qu'ils présentent leur film à un public. Donc cette notion d'émotion de cette salle, etc., on s'était dit, on va photographier ce qui se passe dans la salle, pour montrer, effectivement, ça c'était deux actrices, je crois, qui à la fin de la première projection s'embrassent. En fait, ça veut dire que du coup, c'est des images qui ne sont pas fabriquées, donc il faut qu'on a la magie de l'endroit, et ça générait en fait une espèce de beauté d'image, voilà, un peu, voilà. Donc ils trouvaient que c'était pas une image suffisamment valorisante, sophistiquée, suffisamment glamour pour Cannes et tout, etc. Donc en fait, on a fait un peu marche arrière. Je crois que cette année, on revient sur un système d'une image. Il y a moins le graphisme, mais c'est une image, une photo toute simple, un peu travaillée. Elle n'est pas dans l'émotion comme là. C'est pas une image réaliste. Voilà. Ce qui était intéressant, c'est que l'année dernière, il y avait donc l'affiche officielle de Cannes, c'était voilà, la fameuse affiche retouchée qui a fait un grand scandale. Et effectivement, nous, essentiellement, elle a été retouchée, mais c'était une image vraie, quoi. C'est un vrai instant. On n'aura pas demandé aux actrices de faire ce geste. C'est une photographe. C'est une photographe a fait son travail de reportage. Elle était là au moment qu'il s'est passé cette scène. Voilà. La seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a un peu assombri et on a un peu aménagé quelques couleurs dans l'arrière-plan pour que ça soit un peu plus harmonieux, et pour justement que le côté focus un peu soit plus là. Mais l'idée, je trouvais ça assez intéressante, quoi, de dire effectivement c'est pas c'est une autre façon une façon de vivre Cannes, les tapis rouges là, cette marche, les salles qui sont, je ne sais pas si vous êtes déjà allé au festival de Cannes du cinéma, c'est un truc vraiment à part, hein. C'est en même temps totalement excessif, et en même temps pas grand chose, quoi. Ça tient la configuration, ça tient sur les 40 mètres des lieux, voilà, qui fait que mais quand on regarde tout le monde est focus dessus, quoi. Ouais. Sur un tapis rouge qui est une espèce de moquette rase sans intérêt, dans un immeuble qui est très moche, et il se passe, c'est vraiment très moche qu'il y a autour. C'est vraiment, il y a une façon de cadrer. Fait que, puis le fait que quand même ils obligent la tenue vestimentaire, il y a tout un truc mais quand tu montes, tu dis pas, waouh, t'as pas le même sentiment que quand tu regardes ça à la télé. Tu dis, bien sûr. C'est majestueux, quoi. Oui. En fait, c'est assez basique, quoi. C'est la magie du cinéma. Non, mais c'est la magie. C'est C'est exactement ça. C'est que ça transforme quelque chose en irréel, alors que sincèrement, c'est assez. C'est le focus qui crée. Oui, voilà. Et c'est exact. D'ailleurs, c'est très intéressant. C'est que c'est le cadrage qui élimine tout le reste, et tout le glauque, enfin tout le pas le glauque, mais quoi que presque un peu glauque, quoi. Quand tu vois les badauds, tu vois les limousines arriver, puis les badauds qui sont à côté, c'est un peu bizarre. Tu voulais parler d'un autre truc,
Ah oui, non, et plus typiquement, intimiste, voilà, quoi. par exemple, et Franprix, je sais plus si Franprix, par exemple, la vente du logo, Franprix, c'est un client qui est extraordinaire parce qu'il est jamais il parle de la forme, il parle tout le temps du fond. Donc c'est un client, rien que pour ça, qui vaut de l'or. Et quand il nous avait demandé de travailler pour lui, il nous avait dit, je veux pas de grandes présentations, je veux des discussions. Voilà. Donc on a commencé comme ça, il nous a dit, je veux qu'on se voit régulièrement. Donc il nous avait dit, je veux qu'on se revoie tous les 15 jours. Ce qui n'est pas facile, c'est-à-dire que du coup on n'a pas le temps vraiment de réfléchir, de valider les choses et d'arriver avec un discours totalement rodé en disant voilà je vais vous emmener par là et vous ne pourrez pas me faire dériver. Et donc du coup on était vraiment sur une co-construction. Donc spontanément au tout début on s'est dit oulala, il n'y a pas plus délicat que de gérer des choses comme ça. Et en fait le mec est tellement formidable que ça s'est très bien passé parce que justement à aucun moment il nous dit mais moi la partie graphique, la partie la forme, vous ferez confiance. C'est vous les professionnels, et c'est même d'ailleurs incroyable, c'est que là on est en train de faire des packs pour lui, et c'est nous qui faisons le choix, quoi. Voilà, il a éliminé les pistes qu'il ne trouvait pas stratégiquement intéressantes, et le reste il dit bon, allez-y, et c'est même de ses équipes fonctionnent comme ça, donc c'est vraiment un client incroyable. Et entre autres, on raconte l'histoire du logo, souvent en disant, on avait une discussion à l'agence, en disant il faudrait avant, je ne sais pas si vous vous rappelez, le logo Franprix, c'était une fraise très compliquée, c'était une fraise cœur et en même temps F, un truc un peu merdique. Et et du coup, on s'était dit il faut revenir à quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus direct, et on se met d'accord un peu sur les tomates, etc. Et 2 heures après, on voyait Jean-Paul, le client. Et donc, on n'avait pas le temps de le dessiner, etc. Et donc, du coup, je suis passé dans un Franprix et j'ai acheté des produits et des tomates. Et j'arrive et je dis, Jean-Paul, avant de venir, je suis allé faire quelques courses chez Franprix et je sors mon panier, je sors des trucs, des machins, voilà, une bouteille de coca, je sais pas quoi, et puis un paquet de tomates. Et il me dit, les tomates, t'as raison, c'est deuxième produit aujourd'hui, c'est effectivement le premier produit vendu, c'est la bouteille de coca, et puis etc. C'est le troisième ticket, voilà, c'est que tout le monde achète des tomates en hiver comme en été, etc. Donc c'est une référence des plus vendus dans le premier. Je lui dis, ça tombe bien, ça va être ton futur logo. Et il dit, ok, super. Et puis, on n'a plus jamais parlé du logo. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'il ne nous a pas dit, la courbe, là, il ne croyait pas que si jamais la feuille était un peu plus grande, etc. Ce qui est quand même assez rare. De nos jours, les clients, ils aiment bien Ce qui ne veut pas dire qu'on ne s'est pas posé la question de la courbe. Oui, bien sûr. Exactement. Et Et sincèrement, et bien évidemment, parce que souvent il y a aussi ce chat chez les clients qui sont persuadés que si jamais ils ne mettent pas la pression, on n'est pas capable de se mettre la pression. Mais bien évidemment qu'on se met la pression, on a dessiné. Voilà. Mais ce qui est extraordinaire avec lui, c'est qu'on n'a jamais justement de débat. Est-ce que vous croyez que si jamais on changeait la couleur de la chemise bleue, là, ça serait pas mieux, quoi. Voilà. Jamais il n'intervient là-dessus. Ou sinon d'une manière, si des fois il a bien évidemment de temps en temps il a des petites, il me dit j'aime pas le vert, non je crois qu'il n'aime pas qu'il est là-dessus, mais de temps en temps il dit oui bon ça je suis pas à l'aise, voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même rare d'avoir un client qui nous laisse choisir les projets en toute confiance, quoi. Ça, donc c'est très différent de ça où justement là on aille sur les gens qui aiment critiquer, donc ils adorent avoir un avis sur tout, un avis sur tout, un avis sur tout, puis très tranché, quoi. Mais en même temps, vu que c'est fait, alors pour revenir à la semaine de la critique, vu que c'est fait avec tellement de finesse, tellement d'intelligence dans la capacité à raconter quelque chose de riche. C'est vrai que des fois, c'est des moments quand ils sont capables de raconter, des fois sur des images, partir sur des interprétations des images qui sont assez. C'est souvent intéressant. C'est pas que tu avais autant réfléchi pour trouver cette image. Non, mais par exemple, c'est vrai que c'était pas totalement un hasard, mais enfin si, c'était totalement un hasard parce que c'est des images qu'on récupère, donc elles sont toutes les deux dans le vent, tournées, voilà, etc. Il y a une sorte de similitude qui nous a été reprochée et en même temps qui est intéressante. Voilà.
Est-ce que vous avez votre objet surprise? Alors, en fait ouais, j'avais un objet, parce que du coup, j'ai réagi un peu, mais forcément, du coup, c'est un objet qui me concerne plus moi que les bons faiseurs. Ça, c'est un objet, effectivement, qui n'est pas un objet surprise, mais c'est un objet, je me disais, qu'est-ce qui pourrait... et je le cherchais il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que j'y ai repensé. Moi, j'ai voulu faire ce métier depuis toujours, ou du moins depuis l'âge de... J'ai raconté très rapidement ce qui a déclenché... moi, je suis issu d'une famille un peu compliquée, on est classé par ordre alphabétique, je suis E, donc Étienne, non, je suis Étienne, donc E, donc je suis le 5e. Et j'ai une petite sœur derrière moi, et donc du coup, j'étais dans une famille qui se suffisait un peu à elle-même, donc on jouait entre nous. Voilà. Et vu que j'étais le plus jeune, mes grands frères, voilà, ils avaient d'autres partenaires de jeu, et donc moi j'étais très souvent, tout ce que je faisais, je le faisais moins bien que mes grands frères, avec mes grandes sœurs. Et donc du coup, un jour, on n'a pas le droit d'aller de jouer dans le jardin parce qu'il pleuvait, donc mon père organise un concours de dessin. Et tout le monde dessine, et d'une manière unanime, tout le monde déclare que c'est moi qui ai fait le plus beau dessin de la famille. Et c'est la première fois de ma vie que je fais quelque chose de mieux que mes grands frères. Et c'est là, ça déclenche quelque chose d'énorme chez moi. D'ailleurs, c'est dingue l'effet dans la mémoire, parce que je devais avoir 5 ans. Je refais un dessin quelques heures après pour refaire valider auprès de mon père que c'était une erreur. J'attends le lendemain, il revient du bureau, je l'attends dans l'escalier avec un autre dessin en disant vraiment t'es sûr que tu te trompes pas parce que ma vie va en être bousculée. Et du coup, ça y est, j'avais j'ai déjà trouvé le nom. Donc, voilà. Et quelques jours après, j'en parlais avec Fanny, et quelques jours après, mon grand-père veut me faire répéter mes tables de multiplication, et je lui dis, mais bon, j'ai pas la peine, j'ai pas besoin de les apprendre, mes grands frères les connaissent déjà. Voilà. Donc c'était vraiment, je me suis construit ce métier, enfin cette passion, en rapport avec mes frères et sœurs. Et donc du coup, je me suis dit, je vais devenir artiste peintre, parce que je ne connaissais que ça, de l'expression de ce métier qui pouvait être derrière. Et donc, j'ai toujours été persuadé que j'allais devenir artiste peintre. Et un jour, je ne sais pas comment est arrivé dans la famille ce livre, qui n'est pas un livre, mais qui est une revue, qui est une revue sur des métiers d'art et des métiers graphiques sur Raymond Gide, et qui est, vous le connaissez, mais qui est un garçon passionnant, qui est un typographe de la vieille école, il est mort il y a très longtemps, et c'était vraiment un typographe de plomb, traditionnel et tout, voilà, vraiment un garçon fabuleux qui a fait, voilà. Et j'ai compris qu'il y avait une autre façon de faire un métier en lien avec ça. Mais je n'en ai jamais discuté avec personne. Et pendant longtemps, je n'ai eu de contact avec ce métier que cette revue. Je ne savais pas que ça existait. Jamais je m'étais posé la question, en voyant un packaging de pâtes, qu'il y avait un graphiste, il y avait un métier derrière. Je pense que c'est le cas ça a été le cas pendant longtemps pour beaucoup de personnes. Aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui est connu du grand public, c'est des métiers qui ont été très popularisés. À l'époque, ça n'existait pas, il n'y avait pas tous ces écoles privées, il y avait très peu c'était un métier très très pointu et très peu voilà. Et donc du coup, je connaissais toutes les pages par cœur. J'en ai jamais parlé, et c'est beaucoup plus tard, quand en échec scolaire en 3e, que il a fallu se poser la question de quelle école j'allais faire. Donc c'est là où je suis allé à l'école Boulle, mais donc c'est un objet que j'aime beaucoup. Voilà. Et puis sinon après, mais c'est pas un objet, même si c'est une peluche, je voulais présenter les chats, mais elles sont, je sais pas, vous les avez vus les chats? Non, on n'a pas vu les chats. Elles s'appellent Tiff et JPEG, c'est 2 sœurs, elles viennent de la campagne. Et JPEG était un peu plus petite. Même si elles vont changer, elles viennent de la campagne, elles dorment ici, elles sont, voilà, c'est les vraies patronnes du lieu. Et elles vont, mais c'est peut-être parce qu'on a fermé la porte, mais d'habitude elles viennent assez volontiers. Elles passent sur les bureaux, elles emmerdent les créatifs. Elle les oblige à lever le nez dans l'écran. Elles viennent tout me reporter après. Mais
Mais c'est vrai que ça, c'est un peu le hasard, comme ça. J'étais à la campagne, il y avait mon beau-frère qui avait des chats qui voulaient s'en débarrasser. J'ai dit, oh putain, je vais les prendre et je vais les ramener à l'agence. Et, mais c'est vrai qu'elles ont ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais vous allez me dire si. Je pense que c'est assez vrai. Elles vont de bureau en bureau, elles ont un lien. Alors quand les gens arrivent, il y a une petite phase d'approche, il y a une phase d'appropriation. Elles adorent se mettre, mais comme tous les chats, à l'endroit où tout le monde regarde. Donc quand on fait une réunion et qu'on présente des feuilles, il faut qu'elles viennent s'allonger dessus. Ça agace tout le monde. C'est agréable. Surtout quand tu n'es pas très fier de ce que tu as fait. On peut amener le chat, s'il vous plaît, ça va rendre la conversation. C'est agréable. Désamorcer des conflits. Est-ce que vous auriez un petit mot de la fin, peut-être, pour clôturer l'interview? Alors, c'est toi le concepteur. Non, mais merci. Non, ça c'est le mot de la fin, c'est merci. Un grand merci à Étienne, Thomas, Jean-Marc et Fanny pour cette agréable et riche discussion et pour tout le temps qu'ils nous ont accordé. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Nous espérons que cette interview vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos avis sur iTunes ou sur SoundCloud. Nous sommes toujours à l'affût de critiques constructives afin de nous améliorer. Pour une expérience plus complète, avec notamment des images et des bonus, vous pouvez aller faire un tour sur notre page Facebook ou notre blog Medium en tapant le radiographe. Rendez-vous vendredi dans 15 jours, à 18h, pour un nouvel épisode. À très bientôt!